Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans un sujet assez central sur le marché de l'art africain contemporain. Si vous vous intéressez un peu à ce domaine, vous avez sûrement cette image en tête, les galeries d'art, ici ou ailleurs, avec tous ces portraits très colorés, souvent un peu similaires de femmes africaines. C'est presque devenu un genre, quoi. Et aujourd'hui, justement, on va regarder ça de plus près, parce qu'il y a une tendance qui pose question. Cette facilité à, disons, exotiser, mais aussi, et là ça devient plus dérangeant, le plagiat euh, quasi industriel qui se cache parfois derrière. On va s'appuyer pas mal sur un article assez fort de Kito Congo. Il s'appelle «Briser le cycle, confronter l'exotisation des femmes africaines dans l'art». Et l'auteur, il y va pas par quatre chemins dès le début, je cite, «Soyons honnêtes, une grande partie du marché de l'art africain actuel est défaillante». Là, on ne parle pas juste de goût et de couleur, hein. On parle d'un système qui peut vite transformer la culture en produit et réduire une diversité incroyable à des clichés faciles à vendre. Et ça ne date pas d'hier. Bon, décortiquons un peu ça. Oui, et c'est important de dire tout de suite que cette critique, même si elle est très directe dans l'article, elle n'est pas complètement nouvelle. Ça fait un moment que des artistes, des penseurs africains alertent là-dessus. Ce qui frappe peut-être plus aujourd'hui, c'est la persistance du phénomène et son ampleur. L'article de Kitolongo montre bien comment une certaine demande, souvent occidentale d'ailleurs, pour une africanité un peu fantasmée, eh bien ça continue d'alimenter ce cycle, un cycle qui, comme vous le disiez, a des racines bien plus anciennes que le boom actuel du marché. Justement, ces racines, l'article les fait remonter à l'époque coloniale, à la photographie de cette époque. On avait des photographes européens qui mettaient en scène des femmes africaines, souvent dénudées ou avec des attributs tribaux, un peu comme des spécimens exotiques, vous voyez. L'objectif, c'était de satisfaire la curiosité européenne, une curiosité teintée de supériorité, quoi. Ça renforçait les hiérarchies raciales et, au fond, ça déshumanisait les personnes. L'article donne l'exemple d'une carte postale coloniale des femmes congolaises. C'est assez typique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la même logique aujourd'hui? C'est la thèse forte de l'article, oui. Et il s'appuie sur des travaux comme ceux d'Elisabeth Arnay. Elle expliquait déjà comment cette exotisation dans la photo coloniale, c'était une forme d'appropriation culturelle. On utilisait l'image des femmes africaines pour les désirs, les fantasmes européens. Et l'article de Quito Congo suggère que ce regard, finalement, il n'a pas disparu. Il s'est juste reconditionné. Aujourd'hui, certains portraits très populaires font écho à ça. Des femmes souvent anonymes, réduites à des signes extérieurs, la beauté, l'ethnicité, mais sans profondeur psychologique, sans contexte individuel. On coche des cases exotiques plus qu'on ne représente vraiment une personne. Et ce reconditionnement, il ne flotte pas en l'air. Il est bien ancré dans le marché de l'art actuel. L'article pointe le rôle des galeries commerciales, surtout celles qui ciblent les acheteurs étrangers, les expatriés. L'exemple de Kinshasa est cité. Il décrit une sorte de boucle en fait. Des acheteurs cherchent un certain style, souvent stéréotypé. Mhm. Les galeries voient le filon, elles encouragent ça. Du coup, des artistes, pour vivre, ils produisent ce qui se vend, et l'offre qui en résulte renforce l'idée chez les acheteurs que l'art africain contemporain, c'est ça. Est-ce que c'est aussi simple? Une pure logique de marché? Disons que la logique économique est un moteur. Puissant, c'est clair. L'article est assez direct là-dessus. Pourquoi certaines galeries favorisent cette tendance, voire ferment les yeux sur le plagiat, par exemple, pour le profit, simplement. Ces œuvres se vendent et elles se vendent bien. Le problème, et l'article insiste là-dessus, c'est que les galéristes sérieux, compétents, ils savent reconnaître une œuvre originale d'une copie ou d'une production en série sans âme. L'auteur dit même que certains visages féminins sont tellement copiés qu'ils sont devenus des figures connues sur la scène locale, presque. Donc, ne pas voir le problème, ça devient difficile à justifier par la simple ignorance. Et ce système, il piège différents types d'artistes. Il y a ceux qui, apparemment, se sont spécialisés là-dedans, dans la repro. L'article se demande même s'ils savent faire autre chose. Et puis, il y a ce que l'auteur appelle une tragédie Nico. Des artistes qui ont un vrai potentiel, une démarche au départ, et qui finissent par faire ces portraits parce que c'est ça qui paye les factures. L'article cite El Anatsui, un grand nom, qui parle de cette tension. Il y a une lutte constante entre rester fidèle à ma vision artistique et joindre les deux bouts. Cette pression économique, elle est réelle pour beaucoup. Mais bon, l'article suggère que ça ne dédouane pas les intermédiaires qui exploitent cette situation. Et dans toute cette histoire, qui est le perdant?
souvent l'acheteur final, non? Celui qui, de bonne foi, pense acheter une pièce unique, investir dans la culture, même financièrement, et qui se retrouve avec ce que l'article appelle, de façon assez crue, une contrefaçon bien encadrée d'un fichier numérique. On fait confiance à la galerie, à son expertise supposée, et voilà. Exactement. Et c'est là que l'article entre dans le dur, dans l'aspect le plus factuel, et oui, peut-être le plus choquant, la fraude délibérée par le plagiat. Ah oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Enfin, intéressant. Édifiant plutôt. L'auteur de Quito Congo a fait une expérience toute simple mais redoutable. Il a pris des photos de ses peintures très populaires, il a enlevé numériquement les couleurs vives, les motifs ajoutés, pour isoler le dessin de base, et après, hop, recherche d'images inversées sur Google avec ce dessin nettoyé. Alors, le résultat? Eh bien, d'après les exemples dans l'article, les résultats sont accablants. Ce n'est pas de l'inspiration lointaine, hein, ce sont des copies conformes, trait pour trait, de photos qui existent déjà, souvent trouvées sur Pinterest, Instagram, ce genre de plateforme. L'article montre des comparaisons, l'œuvre vendue en galerie et la photo source à côté. La ressemblance est, à 100% souvent. Le travail de l'artiste, dans ces cas-là, ça se résume à colorier et ajouter des motifs sur une image qui a été volée, en fait. Et ce n'est pas juste une œuvre par-ci, par-là, apparemment. L'article suggère que si on attrape un artiste sur une œuvre, un petit tour dans son portfolio montre souvent que c'est une pratique systématique. Il parle de plagiaires en série. Le plus fou, c'est que certains de ces artistes arrivent à avoir une reconnaissance internationale. Ils exposent ces mêmes œuvres copiées dans des galeries réputées à l'étranger. Comment c'est possible techniquement d'être aussi précis dans la copie? L'article raconte une anecdote assez éclairante là-dessus. L'auteur a demandé à un artiste respecté « Mais comment ils font, ces copistes, pour être si fidèles à l'œil ?» Et l'artiste aurait rigolé en expliquant que la méthode est beaucoup moins artistique. Souvent, ce serait l'utilisation d'un projecteur pour décalquer l'image source sur la toile, ou même, carrément, imprimer l'image en basse résolution sur le support et repeindre par-dessus. On n'est plus vraiment dans la création, là. C'est ce que l'article appelle de la contrefaçon technique. Et l'histoire devient encore plus moderne et cynique. L'auteur raconte avoir été recontacté par un artiste qu'il avait identifié comme plagiaire. L'artiste lui présentait fièrement ses nouvelles œuvres, genre J'ai évolué », et en fait son nouveau portfolio, c'était que des images générées par intelligence artificielle. Il ne se contentait pas de les créer, il essayait de les vendre et même d'utiliser la plateforme de l'auteur pour donner une légitimité à cette nouvelle fraude en quelque sorte. Ah oui, ce dernier point est très révélateur. Ça illustre bien une tendance inquiétante. Ceux qui profitent de ce système ou basé sur l'apparence, la facilité, ils n'ont aucune raison de changer. Ils adoptent juste des outils plus efficaces pour produire en masse des images qui collent aux stéréotypes attendus par le marché. Du décalcage à l'IA générative, l'idée de contourer la création originale reste la même, mais avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Ça pose des questions vertigineuses sur l'idée même d'auteur, d'originalité pour l'avenir, ça. Alors, face à tout ça, les racines coloniales, la fraude par IA, tout ça mélangé, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'amateur d'art, collectionneur? L'article insiste beaucoup sur le pouvoir des acheteurs, surtout internationaux. Acheter ces œuvres, ce n'est pas neutre. Ça valide, ça finance ce système. Sans parler du risque financier, payer cher pour des œuvres sans originalité réelle qui pourraient perdre toute valeur si la supercherie éclate au grand jour. Il y a un collectionneur cité dans l'article qui dit « À une époque d'infos instantanées, méfiez-vous d'investir dans l'art qui manque d'originalité ou de provenance. » C'est assez direct. Donc, concrètement, comment on s'y retrouve? L'article donne quelques pistes. D'abord, avoir un œil un peu critique face à cette multiplication de portraits stéréotypés. Ça ne veut pas dire tout rejeter, mais s'interroger. Regardez le portfolio complet d'un artiste. Si on voit des dizaines de visages quasi identiques, juste les couleurs qui changent, bon, signal d'alerte. Mais le plus direct, c'est peut-être de poser des questions, tout simplement. Oui, l'article suggère 2 questions clés à poser, soit à la galerie, soit à l'artiste. Et ça peut être très révélateur. La première, qui est la personne sur ce tableau? Et la deuxième, pourquoi avoir choisi de peindre cette personne-là, spécifiquement? Un artiste qui a une démarche authentique, qui a rencontré son modèle, qui a une histoire derrière l'œuvre, il aura une réponse, il pourra raconter. Celui qui a juste copié une image trouvée sur le net, il va souvent botter en touche, parler de la beauté africaine en général, des trucs vagues. L'absence de réponse précise, c'est souvent un signe. Et la galerie elle-même, comment on peut tester son sérieux?
Ah, l'intégrité de la galerie, c'est fondamental. L'article parle même d'usine à fraude pour certains endroits. La question essentielle à poser pour tester une galerie, d'après l'auteur, c'est sur sa politique en cas de pépin. Quelle est votre politique si une œuvre que j'achète chez vous s'avère être un plagiat? Une galerie sérieuse qui tient à sa réputation à ses clients, elle doit avoir une réponse claire, écrite. En général, un remboursement intégral, c'est la base. Une galerie qui hésite, qui n'a pas de politique claire là-dessus ou qui essaye de minimiser le truc, méfiance. Et cette responsabilité des intermédiaires, elle est cruciale. L'article cite d'ailleurs un cas hors Afrique. L'artiste espagnol Javier Calleja. Une de ses œuvres a été retirée de la boutique du MoMA après des accusations de copie. Ça montre que ça peut toucher même de grandes institutions. La différence, c'est la réaction. Une structure sérieuse assume, elle corrige. On peut se demander si toutes les galeries sur le marché africain appliquent ce niveau d'exigence. Bon, alors, si on récapitule un peu tout ça, on a un phénomène assez complexe. Une tendance à l'exotisation qui vient de loin, de l'histoire coloniale, amplifiée par un marché de l'art en plein boom, et ça débouche sur du plagiat, facilité par le numérique et même l'IA maintenant. Résultat, des œuvres qui peuvent déshumaniser les sujets et tromper les acheteurs. C'est un tableau un peu sombre quand même, hein. C'est un aspect sombre, oui. Mais attention, il ne faut surtout pas généraliser ça à tout l'art africain contemporain. Et surtout pas à tout le portrait peigne. L'article lui-même fait attention à ça. Il évoque comme contre-exemple lumineux le fameux tableau Tutu de Ben Enouanou. Ce portrait de la princesse Adétutu Adémilui, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de décrire. C'est une œuvre qui naît d'une rencontre réelle, pleine de dignité, de spécificité. C'est le fruit d'une collaboration, d'un talent immense. C'est la célébration d'une personne, pas la copie d'un cliché trouvé sur le net. Ce chef-d'œuvre nous rappelle ce que l'art peut et doit être. Ce système problématique, ce n'est pas une fatalité. S'il s'est construit par des choix de production, de promotion, d'achat, eh bien, il peut changer par d'autres choix. L'article insiste sur la responsabilité partagée. Celle des artistes, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celle des galeries. Elles ont un devoir d'éthique. Et puis notre responsabilité, à nous, public, amateurs, collectionneurs. Chaque achat, c'est un peu comme un vote pour le type de marché de l'art qu'on veut voir exister. Tout à fait. L'appel à l'action qui ressort de tout ça, il est multiple en fait. C'est choisir de poser des questions. Qui est cette personne? Pourquoi elle? Quelle histoire? C'est choisir de regarder le travail d'un artiste en entier, pas juste une image qui plaît. C'est choisir d'exiger la transparence des galeries sur leurs garanties, leur politique anti-plagiat. Et au fond, c'est choisir de soutenir les artistes qui développent une vision personnelle, qui puisent dans le réel, qui racontent des histoires uniques, même si c'est moins immédiatement décoratif ou conforme aux attentes. En faisant ces choix, on fait plus qu'acheter de l'art. On devient, comme le dit joliment l'article, mécène de la vérité. On aide à construire des carrières basées sur l'originalité, le travail, pas sur la copie facile. On participe à préserver la richesse de l'art africain. Et on peut espérer, petit à petit, briser ce cycle qui a trop longtemps réduit les femmes africaines à des objets de curiosité et qui risque aujourd'hui de les enfermer dans des images standardisées et volées. Et pour finir, peut-être une question qui reste un peu en suspens, qui va au-delà du plagiat pur et dur. À notre époque, où les images circulent tellement vite sur le net, où la pression du marché est si forte, comment est-ce que le monde de l'art, les galeries, les collectionneurs, les institutions, peut mieux valoriser, mieux récompenser l'authenticité, la recherche patiente, la connexion réelle entre l'artiste et son sujet, plutôt que la simple efficacité visuelle ou la répétition de formules qui marchent? Et quel rôle pourraient jouer ces plateformes numériques comme Pinterest, qui sont aujourd'hui, bien malgré elles, des sources pour ces copies? Pourraient-elles aider à trouver des solutions? Voilà, la question reste ouverte.